Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire sur l'écriture créative collaborative que nous allons animer avec Jean-Michel Lebeau et Frédéric Miquel. Donc, je me présente d'abord, je suis Viviane Hughes, présidente de la FEF, et nous allons vous parler à l'occasion de ce séminaire du concours Florilège et FIPF que certaines d'entre vous connaissent déjà et d'autres non. Je vais laisser Jean-Michel et Frédéric se présenter et ensuite Jean-Michel nous fera la première présentation de ce webinaire. Jean-Michel? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Jean-Michel Lebeau, je suis professeur de français à Brest, en Bretagne. Je suis aussi formateur aux usages pédagogiques du numérique et membre de l'Association française pour l'enseignement du français. Oui, bonjour, bonsoir, je suis très heureux d'être là à distance, mais parmi vous. Frédéric Miquel, après avoir enseigné pendant 25 ans comme professeur de français, je suis depuis 2013 inspecteur d'académie en lettres dans l'Académie de Montpellier. Et à ce titre, j'anime un certain nombre d'opérations d'écriture créative, à la fois pour les élèves et pour les adultes du monde éducatif français et francophone. Et d'autre part, depuis 2 ans, je suis responsable académique du CASNAV. Le CASNAV, c'est la cellule qui accueille et scolarise des enfants allophones nouvellement arrivés. Merci. Donc Jean-Michel, je te cède la parole, nous cédons la parole pour démarrer. Oui, est-ce que tu peux me dire si mon écran passe, ça va? C'est parfait, c'est parfait. Bien, une petite intervention générale donc pour cadrer un petit peu la question que nous abordons aujourd'hui, c'est de l'écriture créative collaborative. Je parle ici d'utopie, évidemment en faisant référence au thème du futur congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français qui se tiendra en juillet 25 à Besançon. Utopie francophone en tout genre. Mais l'expression utopie situe, je crois, d'emblée l'ampleur du défi à relever. L'écriture créative d'une part, l'écriture collaborative d'autre part, n'ont pas encore complètement sans doute trouvé leur lieu à l'école. Elles relèvent encore sans doute d'un imaginaire et d'un idéal pédagogique que nous avons tous et toutes ensemble à déployer. J'essaie de passer, pardon, à la diapositive suivante. Alors, quelques mots d'abord peut-être sur l'écriture créative avant de parler d'écriture collaborative. Un passionnant ouvrage vient de paraître sur le sujet qui fait le point sur la situation en France. Anne-Marie Petitjean y démontre en particulier combien à l'école et au collège, les choses bougent favorablement à ce niveau, même si, comme le soulignait une conférence du CNESCO, les activités de lecture dominent largement en cours de français par rapport aux activités d'écriture. Anne-Marie Petitjean souligne aussi, rappelle aussi que au lycée, malheureusement, la disparition de l'écriture d'invention au baccalauréat de français a fait en sorte a eu pour conséquence que l'écriture créative tende à s'effacer. À l'inverse de ce qui se passe à l'université, où au contraire, il y a une vraie dynamique avec des cours, des options, des cursus d'écriture créative qui se déploient actuellement beaucoup en France, à l'image de ce qui se fait dans pas mal de pays étrangers. De nombreux enseignants d'ailleurs en France et ailleurs pratiquent l'écriture créative en classe, de l'école au lycée. Je vous ai mis là quelques captures d'écran de sites où des enseignants font écrire leurs élèves, publient en ligne les productions de leurs élèves. Vous pourrez aller les visiter, les explorer pour trouver éventuellement plein d'idées. Ivoire, fictif, c'est au lycée. Toiku, c'est plutôt un dispositif qui s'adresse aux écoliers. À fleur de mots, c'est au collège. Le bloc des sixièmes du lycée français international
je ne sais plus où on est en Asie du Sud-Est. Nous avons une brigade poétique qui se met en place aussi dans un autre lycée, au lycée Saint-Exupéry. Là, c'est plus des activités de français, c'est plus un atelier d'écriture spécifique avec des rendez-vous réguliers. Mais tout ceci montre qu'il y a une vraie dynamique avec des propositions de travail extrêmement variées, des écritures poétiques, autobiographies, des cahiers de lecteurs, des journaux intimes de personnages, des haïkus, des nouvelles, des jeux oulipiens, des narrations de la vie intérieure, des réécritures diverses, des cartes postales sonores, des récits de voyage, de la cartographie imaginaire, des écrits interventionnistes, des écrits d'appropriation, des écritures vidéo, des création web radio, vraiment la diversité est là et la dynamique est là. Une telle démarche, surtout quand elle est au long cours, éclaire bien des intérêts des écritures créatives dont témoignent les élèves eux-mêmes qui y participent. L'écriture créative permet de mener un véritable travail sur la langue, un réel travail de la langue, de faire aussi une expérience authentique, sensible et éclairante de la littérature, de considérer les élèves comme des sujets à part entière, en accueillant leur subjectivité, en les autorisant à se faire auteur, en les amenant à s'emparer des mots pour s'emparer du monde. L'écriture créative permet encore de développer des compétences qui seront essentielles aussi dans le monde professionnel, on le dit assez peu. Bien entendu, la créativité, la capacité tout à la fois à s'inspirer et à s'émanciper. Enfin, je pense que c'est une dimension très, très importante, à mon sens en tout cas. L'écriture créative permet de participer activement à ce qu'est devenu notre monde à l'ère numérique, une société de l'écriture, comme le dit Anne-Marie Petitjean, où les pratiques informelles, les pratiques scolaires, les pratiques littéraires peuvent et doivent sans doute être mises en jeu et en réflexion. L'écriture collaborative, d'autre part, est-elle une utopie, elle aussi? Sans doute encore. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écriture collaborative? On ne va pas entrer dans les querelles de vocabulaire sur les différences entre collaboratif, coopératif, collectif, etc. Peu importe, ici, je crois, aujourd'hui. On va dire simplement que l'écriture collaborative, ça consiste pour les élèves à rédiger à plusieurs. Le plus souvent, cela se fait sur un éditeur en ligne, mais cela peut se faire aussi sur du papier de façon plus traditionnelle. Cela peut se faire de façon synchrone ou asynchrone, les élèves travaillant, écrivant tous en même temps, au même endroit ou intervenant sur un texte écrit à différents moments. Cela peut se faire en présentiel, comme sur la photo que l'on voit là, ou à distance. Il m'est arrivé de le pratiquer de façon extrêmement intéressante au moment de nos divers confinements des années précédentes. Cela peut se faire avec plusieurs élèves sur le même poste, comme le montre la photo, sur le même ordinateur, ou chaque élève sur son poste. Ça peut être une écriture collaborative de classe entière ou des écritures collaboratives de groupe. Il y a des modalités de travail extrêmement variées. Alors peut-être qu'il faut d'ailleurs contextualiser un petit peu cette question de l'écriture collaborative pour en mesurer l'enjeu. On peut, je crois, considérer le numérique, je ne suis pas le seul à le faire, comme une nouvelle technologie de l'écrit, aussi essentielle que le fut l'imprimerie en son temps, en particulier par ses conséquences culturelles, la transformation de nos façons de lire, d'écrire, d'apprendre, de nous relier au monde. De ce point de vue, la possibilité de l'écriture collaborative est bel et bien une nouveauté essentielle. C'est un fait culturel majeur, je crois, dans nos pratiques et dans nos représentations. Elle vient causer une vraie rupture. Il faut rappeler que notre culture tend à individualiser l'écrit. Il y a eu avènement puis sacralisation de la figure de l'auteur par la littérature, comme l'a raconté par exemple Alain Viala. Il y a aussi valorisation de la lecture solitaire et silencieuse depuis Fragonard, comme dans le tableau qui figure sur cette diapositive, jusqu'au quart d'heure de lecture qui se développe dans pas mal d'établissements scolaires. Notre école elle-même fait de l'écriture une aventure essentiellement individuelle,
voire individualiste. On écrit presque toujours en solo à l'école. On écrit d'ailleurs, hélas, presque toujours pour être noté, dans une logique d'évaluation, voire de performance et de concurrence. Écrire à plusieurs, cela reste rare, mais cela est en train de se développer. Cela ouvre de nouveaux horizons. Cela suppose aussi sans doute des compétences à apprendre. Alors, si on s'intéresse aux pratiques d'écriture collaborative qui sont d'ores et déjà mises en œuvre en classe, on découvre combien de nombreux collègues se sont lancés dans l'aventure et combien les pratiques sont variées à tous les niveaux, dans bien des matières. Je fais là un petit recensement de pratiques d'écriture collaborative non créative, au sens où on l'entend sans doute nous-mêmes, mais ça peut vous donner des pistes de travail pour développer ces pratiques dans vos classes. La prise de notes collaborative en cours, autour d'une conférence, d'une vidéo, rédiger collaborativement la synthèse d'un cours en fin de séance ou le soir chez soi, travailler des formats de l'écriture scolaire, on met un bout de texte sur le pad et puis on demande aux élèves de reconstruire, de compléter, d'ajouter des connecteurs logiques. Ça peut se travailler pour différents modèles, différents formats d'écriture scolaire. Aussi, parfois, l'écriture collaborative est utilisée pour du brainstorming, faire jaillir des mots associés à une notion, des idées autour d'un thème. L'étude de texte ou d'images se prête aussi particulièrement à l'écriture collaborative et c'est particulièrement intéressant aussi le collaboratif pour renouveler les pratiques d'étude de texte, d'explication de texte. Par exemple, ce que font certains collègues, c'est de confier l'analyse d'une partie du texte à un groupe d'élèves, puis oui, et puis un autre groupe travaille sur une autre partie de texte, et puis ensuite il y a roulement selon un modèle de Word de café, de façon à ce que peu à peu l'étude de texte s'enrichisse au fil des analyses et des partages des uns et des autres. D'autres exemples, des exercices évidemment à divers que l'on peut faire aussi de cette façon, de façon collaborative. Des recherches en vue de la préparation d'exposés, des corrections de devoirs, c'est très intéressant pour cela que de donner des bouts de devoirs plus ou moins réussis aux élèves et de les amener à analyser ces extraits de copies, entre guillemets, à les améliorer. La préparation de l'entretien de l'oral du bac de français peut aussi se faire de façon collaborative, en particulier celle de la deuxième partie où il s'agit de présenter un ouvrage et de répondre à des questions sur un ouvrage. On peut encore évoquer l'écriture interventionniste, qui est particulièrement intéressante et qui était, je pense, quasi infaisable en français avant que n'ayons accès à ces outils. L'écriture interventionniste, c'est par exemple copier-coller sur un pad, on va voir un petit peu ce que c'est derrière, un texte d'auteur et demander aux élèves d'écrire de l'intérieur de ce texte pour transformer le texte en question, par exemple changer le dénouement, pour actualiser le texte en question, pour le réécrire en changeant de style, de niveau de langue, etc., à la manière de Queneau, pour l'augmenter en ajoutant, par exemple, si c'est un texte de narratif, une description de lieu, un portrait de personnage, un monologue intérieur, un dialogue, un commentaire du narrateur, etc., etc. L'écriture collaborative peut aussi servir à réaliser des portfolios de groupe, des journaux de lecture, par exemple, sur une œuvre, ou des carnets de recherche, des comptes rendus de voyage aussi, ou de sorties pédagogiques. Certains collègues aussi l'ont utilisé pour réaliser des dictionnaires, des lexiques collectifs, des répertoires de mots, soit des mots liés à une matière, soit des mots même interdisciplinaires, par exemple le lexique de la sixième, à travers toutes les matières, voire des mots imaginaires. On approche là évidemment de l'écriture créative. Enfin, j'ai vu des usages très intéressants aussi de l'écriture collaborative comme outil de vie de classe pour amener les élèves à réaliser un bilan de la période qui vient de se dérouler, pour exprimer leurs souhaits, pour faire des propositions.
Alors, quels outils utiliser pour cela? Il y en a plein, hein, évidemment. Un tel travail d'écriture collaborative est facilité par le numérique. Je n'évoquerai pas ici les solutions des GAFAM pour des raisons X, Y. Je vais citer les plus simples de ces outils. Le plus simple, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est le PAD. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil. Alors, je vous ai mis là 2 exemples, Framapad, Toutapad, mais il y en a bien d'autres. On peut aller faire un petit tour si vous voulez, hein. Je vais sortir de mon diaporama et je vais aller sur Internet. On va aller sur Framapad. Je pense que vous pouvez suivre et voir combien c'est simple de créer ce genre de choses. Je suis sur un célèbre moteur de recherche. Je tape Framapad. Le premier site que l'on me propose, c'est Framapad. Alors, Framapad, c'est un pad qui est développé par la plateforme de logiciels libres Framasoft. On me propose, tout le monde le voit, de créer un pad public. Jean-Michel, Oui. on voit toujours ton, Ah ton bon, diaporama et on voit pas ton Internet. alors attends, il faut que Ah, j'enlève ça peut-être. Heu, Si je fais partager l'écran, ça va être la même chose. Heu, Là, vous le voyez? c'est bon. C'est bon? Alors je reviens en arrière pour montrer ce que j'ai fait. J'ai tapé sur mon moteur de recherche Framapad. Le premier site proposé, c'est le bon. J'arrive sur la page d'accueil, je clique sur créer un pad public. Alors il me suffit de donner un nom, je vais donner, je sais pas moi, Babel 2023. Je choisis la durée du pad. Je peux faire quelque chose de très rapide ou d'un petit peu plus long. Je vais laisser sur 1 mois et vous voyez qu'on me donne un lien à partager. Il suffit que je copie le lien en question et que je l'envoie à tous les participants que je veux inviter à collaborer et je crée mon pad. Le voici qui s'ouvre. Alors au départ, l'origine, on a un texte d'accueil que je vais commencer par supprimer. Et me voici donc sur le pad sur lequel je peux écrire ce que je veux, n'importe quoi. Je peux aussi copier du texte à l'intérieur de ce pad. Vous voyez, ça m'a pris 20 secondes pour créer le pad. Les élèves, quand on leur apprend à créer un pad, eux-mêmes peuvent en créer pour eux-mêmes. Ce n'est pas forcément un prof qui va créer le pad en question. Là, vous voyez qu'une couleur m'est attribuée. Chaque participant au pad va se voir attribuer une couleur, ce qui fait qu'on sait qui écrit quoi, ce qui permet de regarder d'un petit peu plus près ce qui est en train de se passer. Nous avons en bas à droite un outil de clavardage, de chat, qui permet d'interagir avec les différents participants, de commenter ce qui se passe. On peut aussi sélectionner une partie du texte et puis annoter la sélection pour faire un commentaire, pour inviter à des réécritures, pour entrer dans un dialogue spécifique avec celui qui écrit autour du passage en question. Les outils de traitement de texte associés au PAD sont très, très rudimentaires, hein. Ce n'est pas du tout un outil pour faire du beau traitement de texte. En général, ce que l'on fait à partir d'un texte écrit sur PAD, c'est qu'on fait un copier-coller à la fin, une copie du texte et on va le coller sur un traitement de texte qui permet de faire plus de choses pour en faire une présentation qui sera plus soignée. La prise en main de cet outil est élémentaire, vraiment élémentaire. C'est pour ça que ça marche autant. Je vais revenir à mon diaporama. J'étais ici, je crois. C'est bon, c'est revenu? C'est bon. C'est bon. Donc voilà, Framapad, Toutapad permet de faire exactement la même chose. Je vous invite aussi à aller voir, si vous ne connaissez pas, des outils d'une plateforme qui s'appelle la Digital, qui est développée par un collègue suisse, qui propose des outils extrêmement variés. C'est un vrai trésor, hein. Il y a plein de choses à aller puiser. Ce sont des outils libres en plus, c'est responsable, sécurisé, donc il n'y a pas de problème. Alors là aussi, on trouve DigiDoc qui permet de créer des documents collaboratifs simples comme un pad. Et on trouve aussi un autre outil qui peut être utile
pour les travaux que nous abordons aujourd'hui, qui s'appelle Digipad, qui permet de créer des murs collaboratifs multimédia du genre Padlet que vous connaissez peut-être, qui est assez répandu, mais qui permet donc aux élèves et aux profs de mettre des ressources ça et là sur un mur, comme autant de post-it, sauf qu'ils peuvent être, ça peut être des textes, mais aussi de l'audio, de la vidéo. En plus, on peut commenter. C'est particulièrement utile. Digipad de la Digital me semble bien mieux que Padlet, puisque Padlet n'est pas conforme au règlement général sur la protection des données personnelles. Donc, je vous conseille d'aller voir du côté de Digipad. Vous verrez, l'appropriation est très simple. Alors, quelques mots sur les intérêts de cette écriture collaborative. Pourquoi pratiquer l'écriture collaborative? L'expérience enseigne que l'écriture collaborative présente bien des intérêts. D'abord parce qu'elle stimule le plaisir d'écrire chez les élèves, tout simplement parce que les élèves n'écrivent plus pour le prof. Et le prof, je suis un peu désolé de le rappeler à chaque fois, mais ce n'est pas grand-chose. Nous sommes une pure fonction, un fonctionnaire, et nous n'avons pour les élèves qu'une existence et une identité qui est extrêmement, comment dire, inauthentique. Tandis que écrire avec et pour ses pairs, tout à coup, ça engage l'écriture, ça motive l'élève, ça donne un destinataire qui est véritablement authentique. L'écriture collaborative favorise aussi le travail de l'écriture. Elle oblige à concevoir, à négocier, à mettre en œuvre des gestes d'écriture essentiels que les élèves souvent tendent à négliger pour écrire un brouillon, entre guillemets, qu'ils vont ensuite se contenter de recopier au propre. Les gestes d'écriture ici sont variés, planifiés, révisés, corrigés, déplacés, supprimés, ajoutés, etc. Dans ce work in progress, le contenu du texte s'enrichit ici peu à peu et la forme du texte s'améliore grâce au regard des autres, grâce aux apports des uns et des autres. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. L'écriture collaborative, du coup, favorise aussi une posture qu'on peut qualifier de réflexive, grâce aux échanges entre les membres du groupe, grâce à la verbalisation, qu'elle passe par l'oral ou qu'elle passe par un chat sur un pad, grâce aux questionnements que les élèves formulent et qu'ils tentent de résoudre ensemble, euh, grâce aux explications qu'ils donnent à leurs camarades, aux conseils qu'ils leur donnent, tout un travail essentiel se déploie pour développer ce qu'on pourrait appeler la métacognition en employant un grand mot, un gros mot. Ce que je fais ne vient plus complètement de soi, ne va plus complètement de soi. Il s'agit du coup de donner bien plus d'intentionnalité à ce que l'on écrit, d'écrire en connaissance de causes et de conséquences. Alors l'écriture collaborative, l'expérience me l'enseigne, permet aussi de favoriser la maîtrise de la langue. C'est en écrivant souvent qu'on devient écriveron, pour reprendre l'expression de Queneau, et on voit bien la qualité de la syntaxe, de l'orthographe, du vocabulaire, le souci du mot juste, la peur de faire une faute d'orthographe devant les camarades, qui fait que l'on va tout à coup essayer de donner de soi la meilleure image possible, y compris dans la maîtrise de la langue. L'écriture collaborative change encore même la relation à l'écrit. Écrire dans la marge, dans le corps du texte, qu'il soit celui d'un autre élève ou celui d'un écrivain, se glisser dans le texte de l'autre pour le transformer, agir sur son texte, accepter que d'autres agissent sur mon propre texte et considérer que le texte est un organisme vivant, qui n'est plus clos, fermé sur lui-même, c'est invité sans cesse à déplier, à continuer l'écriture. Hop, je vais un petit peu vite, pardon. Enfin, je crois, il faut quand même le souligner, que l'écriture collaborative permet de diffuser dans l'école de précieuses valeurs de partage et de coopération. Par-delà les compétences disciplinaires, cela développe des compétences sociales essentielles comme le sens de l'écoute, l'empathie, le respect d'autrui, le débat, l'argumentation, le dialogue, en particulier quand il y a conflit socio-cognitif à l'intérieur d'un groupe.
Le dispositif d'ailleurs invite chacun, même les plus faibles, à donner aux autres le meilleur de lui-même avec la fierté de participer à un ouvrage, à un édifice collectif. L'écriture collaborative fait de la classe une véritable communauté apprenante, une communauté de recherche, d'entraide, de lecture, de création, de réflexion et d'imaginaire même en ce qui nous concerne. Alors, maintenant, il nous reste sans doute l'essentiel, c'est relier l'écriture créative dont nous parlions tout à l'heure et l'écriture collaborative dont nous venons de parler. C'est peut-être une autre utopie, c'est en tout cas un beau défi, particulièrement stimulant. C'est le défi du projet Babel, dont Frédéric et Viviane vont parler plus précisément après, qui invite à mettre en musique une polyphonie de voix francophones. Alors, je fais exprès de ne pas donner des exemples de ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'un tel projet, parce que je ne voudrais pas brider la créativité des enseignantes, alors qu'il s'agit au contraire de la libérer. Juste peut-être, tiens, je vais montrer un exemple de ce que l'on peut faire en la matière. Alors, c'est un travail que j'ai mené il y a quelques années d'écriture créative collaborative pour voir à quoi ça peut ressembler. Alors, qui était mené par mes élèves, lycéens de première à Brest, et par des lycéens italiens apprenant le français lors d'un atelier d'écriture où on s'était retrouvés donc avec des élèves, ayant évidemment une maîtrise de la langue extrêmement, variée et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des choses. Alors c'était basé sur un texte d'Henri Michaud que vous connaissez peut-être, qui s'appelle «Quelque part quelqu'un», qui est un très, très beau texte, un atelier d'écriture qui s'inspire d'ailleurs d'un atelier d'écriture de François Bon. J'ai invité mes élèves à écrire à leur tour un «Quelque part quelqu'un» dans une ville que nous avons inventé, qui mêlait nos 2 villes, la ville de Brest en Bretagne et la ville de Livorno, d'où venaient les élèves italiens. L'objectif était de tisser par les mots un espace poétique commun, de bâtir ensemble une ville tout à la fois réelle et imaginaire, de mélanger les voix et les expériences du monde. Alors la question que je leur ai posée, c'est simplement celle-là, hein. À l'instant précis, vous écrivez là, maintenant, en ce moment précis. Que fait chacune des personnes que vous aimez dans la ville de Brest-Livorno? Donc, soit dans la ville de Brest, soit dans la ville de Livorno. Il y avait une seule contrainte, c'était l'anaphore pour épouser le modèle du texte d'Henri Michaud, c'était de commencer à chaque fois par quelqu'un. Voici au travail quelques élèves, un groupe d'élèves et français et française et italienne. Alors, ce qui m'intéresse dans cette photo, d'ailleurs, c'est de voir combien ça se faisait sur pad, hein, mais combien tout à coup les élèves cessent de regarder l'écran pour se regarder et s'écouter. C'est aussi, je pense, une vertu de ce genre de dispositif. En voici un extrait de ce texte. Je vous ai mis le début et la fin que vous pouvez lire ici. Quelqu'un pays, quelqu'un Livourne à Brest, quelqu'un Brest à Livourne, quelqu'un musique le silence, quelqu'un conduit Nimpala. Évidemment, je ne sais plus qui a écrit quoi. Je ne sais plus si c'est un élève français ou un élève italien. Je ne sais plus lequel de mes élèves. Il y a des choses là qui sont assez stupéfiantes, pour tout vous dire, qui sont extrêmement émouvantes, qui sont très, très belles. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin du poème tel qu'il a été écrit. J'aime beaucoup en particulier la fin. Quelqu'un ne sait pas chanter mais chante, car qu'est-ce que chanter sinon se faire mal à la gorge à coups de rêve? Quelqu'un d'autre est un nous, qui est quelqu'un? Quelqu'un, oui. Alors je crois que pour conclure, l'horizon, celui qu'ouvre aussi l'écriture collaborative, créative à l'école, c'est vraiment celui-là, c'est celui de la culture participative, d'une démarche wikipédienne de coécriture des savoirs, j'ai presque envie de dire de coécriture de la littérature, de la culture perçue, expérimentée, vécue comme un commun auquel chacun, dès l'école, est invité à se sentir capable et digne de contribuer. Je vous rends la parole, Frédéric et Viviane. Évidemment, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Merci Jean-Michel. Alors,
je vais passer la parole à Frédéric pour que tu présentes Oui, le concours et puis je compléterai. Je vous signale que dans la discussion, vous trouverez les différents documents qui nous servent pour le concours, à la fois le descriptif du florilège, le règlement et le questionnaire. À toi, Frédéric. oui, quelques instants, parce que Jean-Michel a dit beaucoup de belles choses nourrissantes et fécondes pour chacun de nous. Est-ce que vous m'entendez bien toujours? Oui, merci. Je voudrais peut-être juste, non pas rebondir, mais en tout cas m'inscrire dans le sillon qu'il a tracé pour expliciter deux, trois choses qui me paraissent intéressantes, mais toujours dans le même esprit. D'abord, pour dire que euh, toute écriture, finalement, est consubstantielle au collectif et que c'est peut-être un drame si progressivement l'histoire et l'histoire de l'école a fait de l'écriture un fait tout à fait individuel, comme de la lecture qui, à l'origine, était collective. Euh, pour écrire, il faut forcément s'inscrire dans le collectif d'une langue, le collectif d'une énonciation multiple, le collectif d'un intertexte que l'on reçoit, que l'on traduit, que l'on diffuse, donc dans une polyphonie. Et cette polyphonie, donc, elle n'est pas un surcroît, un supplément d'âme, une cerise sur le gâteau, c'est au cœur même de l'écriture. Et l'entreprise que nous partageons ce soir euh, est simplement une forme de réhabilitation du collaboratif dans l'art et particulièrement dans la littérature et dans l'écriture, et notamment l'écriture scolaire. Deuxièmement, je voulais dire que tout de même, je vais vadrouiller dans les classes ici ou là, j'ai enseigné longtemps, je vous le disais, tout de même, l'écriture créative peut avoir sa place, qu'elle soit sollicitée dans les programmes en France ou dans d'autres pays, ou bien qu'elle soit investie par les professeurs. Il y a toujours une place pour l'initiative personnelle et on le voit notamment à travers les ateliers d'écriture qui fleurissent ici ou là dans l'enseignement. Et ça, c'est très important à constater. C'est source de plaisir, comme le disait Jean-Michel, c'est source aussi de progression, d'apprentissage à tous les niveaux, que ce soit en français langue maternelle, mais aussi en français langue étrangère ou en français langue seconde. Je le vois dans le cadre de mes missions de responsable du CASNAV, donc je le redis pour ceux qui sont arrivés en retard, euh, ce n'est pas une critique, hein, c'est simplement un rappel concernant le CASNAV. Le CASNAV, c'est l'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés. Et il est bon dans ce cadre-là de faire en sorte que l'écriture créative, comme toute forme de créativité, ne vienne pas une fois que la conception utilitariste du français est acquise, mais puisse venir dès le début. Parce que qui dit créativité dit humanité, tout simplement. Et de ce point de vue-là, j'ajouterai un autre élément concernant les bienfaits collaboratifs de l'écriture créative. J'irais même jusqu'à employer, je crois que quelqu'un pourrait éteindre son micro, s'il vous plaît. Il y a un écho. Il y a un micro ouvert. Il y a un micro encore ouvert. Bon, je vais continuer tout de même, en espérant que ça ne soit pas trop pénible. Oui, j'irais jusqu'à employer le terme d'écriture fraternelle et de pédagogie fraternelle, puisque non seulement la fraternité est un élément important, notamment dans la République française, mais aussi dans l'humanité, bien entendu. Et nous avons un besoin de fraternité d'autant plus important qu'il a été un peu réduit lors du confinement et des éloignements qui nous ont été imposés, mais surtout aussi dans le monde fragmenté que nous vivons, hein, dans lequel nous avons toujours vécu finalement, mais particulièrement divisé aujourd'hui, ici ou là, à l'intérieur des sociétés, mais aussi entre les pays. Donc, l'idée d'une écriture fraternelle me semble tout à fait et politique et révolutionnaire au sens de l'évolution collective.
Il s'agit de retisser du lien à l'intérieur des classes, entre les classes d'un même établissement, entre les classes d'établissements différents, voire de pays différents. Et tout ceci est vraiment porteur d'un sens essentiel que nous voulons partager avec nos élèves et que nous voulons aussi recevoir d'eux. Enfin, je dirais qu'il pourrait paraître paradoxal de développer un discours didactique fraternel dans le cadre d'un concours, puisque qui dit concours, d'habitude, dit rivalité, concurrence, premier, second, troisième, quatrième, etc. Eh bien, nous voulons là aussi réinvestir le concours dans ce qu'il peut avoir de plus noble. Qui dit concours, dit pas courir l'un contre l'autre, mais dit concourir, courir ensemble. Et il s'agit de voir en quoi concourt finalement l'écriture collaborative créative et en quoi tous les participants, à l'intérieur des classes ou entre les classes, peuvent concourir au même projet finalement, qui est ce projet collectif d'une communauté tendue vers la créativité. Et ça, c'est, me semble-t-il, un excellent programme pour chacun de nous, et notamment au niveau international. Voilà ce que je voulais juste préciser à l'aune de ce que nous a dit de grand Jean-Michel, avant peut-être que Viviane nous parle de l'historique du concours depuis 2016 jusqu'à Babel aujourd'hui. Merci Frédéric. Alors, je vais essayer. Donc, en fait, ce concours Florilège FIPF existe maintenant depuis l'année 2015-2016 et a démarré à l'occasion du dernier congrès mondial de la FIPF qui a pu se tenir en présentiel. FIPF, je précise pour celles ou ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, c'est la Fédération internationale des professeurs de français. Et la Fédération internationale des professeurs de français s'est associée il y a une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, avec l'Académie de Montpellier qui, depuis quelques années, commençait à travailler sur une opération d'écriture qui n'était pas forcément collaborative, mais qui était une écriture créative dans le cadre de ce qui s'appelait le Florilège. Peut-être, Frédéric, peux-tu nous montrer un des ouvrages qui sont publiés, voilà le dernier, et je vais vous montrer tout à l'heure les différentes couvertures. Donc dans ce cadre-là, la FIPF m'avait demandé de travailler sur cette association avec l'Académie de Montpellier, et avec Frédéric, nous avons eu l'idée plutôt, à l'occasion du congrès de Liège en 2016, d'organiser un premier concours. Et puis, chaque année, ce concours s'est continué et nous en sommes maintenant, je pense, à la huitième édition qui s'inscrit dans le prochain cours. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour aller chercher… oui, j'aurais dû m'y mettre avant, pour aller chercher mon… Excusez-moi, pour aller chercher mon… je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, c'est pas terrible ce que j'ai fait. C'est pas bon. Excusez-moi une petite seconde. Oups. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais réussir à partager mon diaporama. Je vais essayer d'aller le chercher et puis de vous le présenter. Bon, c'est pas très grave. Donc, ce concours est organisé de la façon suivante. Tous les ans, nous avons un thème qui en général est un mot et qui est choisi en fonction de l'actualité ou en fonction de ce qui nous passe par la tête, sachant que ce mot est un support pour faire écrire vos classes ou votre classe, soit un poème, soit sous forme d'un poème, soit sous forme d'une nouvelle. Là, cette année, notre 8e édition s'inscrit
dans la préparation du prochain congrès mondial qui aura lieu en 2025 à Besançon, dont le thème, nous a dit Jean-Michel, est les utopies francophones en tout genre, et nous avons décidé de travailler autour de Babel. Babel, parce que parmi ces utopies, la première qui nous a paru intéressante à travailler est celle des langages, de la langue et des langages. Ces langages qui collaborent à une langue, la langue française, et nous savons bien que la langue française n'est pas une langue uniforme, mais est une langue qui non seulement a des développements différents selon les régions, selon les pays, selon ses pratiquants, mais aussi qui va se développer en un certain nombre de langages différents. Donc c'est cette idée-là que nous voulions travailler à partir de cette édition de Babel. Alors, pour participer, je vais essayer de voir quand même si je peux aller chercher mon diaporama. Ce serait Pendant que tu cherches ton diaporama, voilà ça. Psychiane, peut-être puis-je rappeler aux collègues les thématiques des précédents Oui, concours voilà, c'est ça. Oui. et d'en justifier brièvement aussi le choix. Donc, tu le disais, le premier s'intitulait, dans le cadre de Liège, du Congrès mondial de Liège, s'intitulait Feu. Feu parce que le Congrès mondial avait choisi pour thématique le français langue ardente. Donc la langue qui brûle, qui se répand en lumière et en chaleur. Donc feu, terme polysémique s'il en est. L'année suivante, nous avions choisi, en lien avec la crise migratoire qui ne cessait de se développer déjà, le thème de l'Eldorado, qui a rencontré un immense succès dans le monde entier chez des professeurs qui ont participé avec leurs élèves. Puis, je crois que c'était en 2017 ou 2018, nous nous sommes retrouvés à Kyoto, au Japon, pour lancer, dans le cadre d'un congrès régional de la FIPF, le thème du troisième concours, en lien finalement avec le protocole de Kyoto sur le climat. Et nous l'avons intitulé Climat, au pluriel. Les climats, là aussi, qui peut faire rêver dans tous les sens un scripteur ou un écrivain. L'année suivante était celle du 50e anniversaire de la FIPF et du 10e anniversaire du Florilège des écrivains en herbe francophones. C'est donc un cadeau que nous avons offert à travers le thème présent. L'année suivante, à Athènes, le titre du congrès concernait le français langue de partage. Donc c'est tout à fait normal et naturel pour nous d'avoir choisi le terme de partage, qui lui aussi nous a paru à la fois littérairement et éthiquement essentiel. Le confinement ensuite nous a submergés et nous avons tout de même persévéré dans ce concours en choisissant le mot peut-être, l'adverbe peut-être, qui ouvrait bien le champ des possibles, comme on dit de plus en plus, dans une période troublée. S'ouvrant aussi peut-être vers le mot qui a été celui du concours de l'an dernier, celui de silence, qui était peut-être un peu plus littéraire que les précédents, puisque qui dit écriture dit aussi silence, même lorsque l'écriture est profuse. Et ce mot a permis à un grand nombre aussi de collègues et d'élèves d'exercer leur inspiration. Voilà, et Babel, cette année, vous l'avez compris, est le premier mot d'un triptyque qui nous conduira en 2025 vers le congrès international de la FIPF. Nous voyons ton Oui, diaporama. merci. Je suis désolée d'avoir ce petit cafouillage. Merci Frédéric d'avoir pris le relais. Donc, ce concours, alors nous avons ce soir présent dans ce séminaire, dans ce webinaire, un certain nombre de personnes qui participent régulièrement, donc avec qui pourront intervenir ensuite pour nous en parler. Quelques éléments de rappel. D'abord, je vous ai dit quelques couvertures de l'ouvrage
qui est publié donc par l'Académie de Montpellier depuis le début, avec les dernières couvertures qui sont là. Je vous reprends les précédentes. Avec les parrains, nous avons eu comme parrain en particulier il y a quelques années Edgar Morin, Alice Zeniter, donc des écrivains importants. Et ce volume-là, c'est un petit peu la récompense, publie les lauréats du concours chaque année qui vont donc être publiés sur papier. Alors, je vous parlais tout à l'heure du congrès mondial Besançon 2025, durant lequel nous espérons nous vous retrouver le plus grand nombre possible. Donc, il s'agit de faire écrire à votre classe ou à vos classes une nouvelle ou un poème, sachant que pour entrer dans le fonctionnement, chaque classe ne peut présenter que une nouvelle et un poème. C'est une écriture collaborative, donc il ne s'agit pas d'envoyer 5 nouvelles pour une seule classe ou 5 poèmes pour une seule classe, mais une nouvelle ou un poème. Ça, c'est vraiment très important. La longueur est limitée à 5000 mots et les textes que nous recevons doivent toujours être sous un format texte pour qu'ils puissent ensuite être anonymés et envoyés aux jurés sous forme d'un PDF. Ça, ce sont des éléments importants. Sinon, les textes ne sont pas acceptés. Et on pourra vous envoyer un message vous disant bon, ce texte n'est pas conforme. Si vous voulez qu'il soit présenté au jury, il va falloir nous le renvoyer sous un format texte. Donc tout est publié sur ce lien-là, sur lequel vous pouvez cliquer. Vous avez tous les éléments, toutes les informations sur le site de la FEF. Mais je vais continuer un peu en vous présentant donc sur la page suivante les les principaux types de modalités pour l'écriture créative collaborative. Dans le chat, Catherine nous demande 5000 mots pour chaque texte, nouvelle et poème. Oui, oui, bien sûr, c'est le maximum. 5000 mots maximum. Alors, ça ne veut pas dire qu'un poème doit faire absolument 5000 mots. Ça ne veut pas dire. Non, c'est pas 5000 mots. Pourquoi j'ai dit 5000 mots? 5000 caractères. 5000 caractères. Espace compris. Excusez-moi, c'est pas 5000 mots. Hein. Donc, 5000 signes, espace et titre compris. Hein. Ça ne veut pas dire que votre poème peut être beaucoup plus court que cela, ou votre nouvelle aussi peut être aussi beaucoup plus courte. C'est un maximum de manière à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité et d'injustice entre les différentes classes. Alors après, il peut nous arriver, cette année, nous nous sommes retrouvés devant une situation d'une nouvelle qui était qui avait échappé, enfin non, c'est pas exactement cela. Il y avait une nouvelle que nous avions considérée comme bonne, même très bonne, et qui dépassait le nombre. Donc en fait, nous avons accepté que les jurys la lisent et les jurés l'ont trouvée très bonne, donc ils ont donné un prix particulier à cette nouvelle-là. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Globalement, c'est vraiment 5000 signes, espace et titre compris, et simplement une nouvelle ou un poème par classe. Donc deux types d'écriture sont possibles, deux types de modalités sont possibles. Donc les personnes, alors Jean-Michel nous a présenté tout à l'heure ce qui est l'idéal de l'écriture collaborative, que certains d'entre vous pratiquent probablement déjà, mais pas forcément. C'est-à-dire que pour commencer, il n'est pas toujours facile de commencer directement à travailler sur un pad. Donc nous disons qu'il est possible aussi de commencer par des opérations plus simples, c'est-à-dire par exemple faire écrire individuellement des élèves, donc des écritures individuelles qui vont être suivies d'une mutualisation et d'un partage réflexif,
puis un choix collectif des textes qui vont être retenus et réécrits. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire écrire vos classes en collaboration, vous pouvez commencer de cette façon. Et ensuite, vous pouvez répartir par groupe de rédaction d'un type de texte, puis un assemblage, ou faire une réécriture progressive du texte par plusieurs groupes selon des consignes que vous allez donner. Ce niveau-là de mutualisation et de partage réflexif, disons que c'est le niveau le plus simple pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas déjà habitués à l'écriture collaborative et qui ne se sentiraient pas capables de commencer tout de suite de cette manière. La deuxième modalité d'écriture créative collaborative est une collaboration complète, donc celle que Jean-Michel nous a présentée tout à l'heure, où tous les membres du groupe construisent ensemble le processus d'écriture, depuis le remue-ménage, la réflexion initiale, l'écriture d'un premier jet, d'une première version du texte, la révision, la réécriture, la sélection. Et donc, ensuite, nous demandons à chaque fois de préciser si cette rédaction collaborative est non numérique ou s'il s'agit d'une écriture collaborative numérique de type PAD. C'est-à-dire que l'envoi de texte de votre classe devra être accompagné du questionnaire que vous allez trouver à la fois dans la discussion et sur les sites que je vous ai donnés. Et dans ce questionnaire, vous devrez indiquer quelle est la modalité que vous avez utilisée pour faire travailler votre classe. Ces modalités sont reprises ensuite et sont indiquées au jury de manière à ce que les différents jurés sachent la manière dont vous avez travaillé, la manière dont vous avez écrit. Un point suivant, ce concours est ouvert à tous les niveaux, du primaire à l'université. De la même manière, les jurés vont être informés du niveau de classe que vous envoyez. Tous les ans, nous avons une classe de maternelle primaire qui participe. Nous avons des classes de collège, des classes de lycée et des classes d'université. À chaque fois, vous allez devoir indiquer le niveau dans lequel vous êtes. Alors, dans votre pays, on va peut-être parler simplement de primaire, de secondaire 1 qui va correspondre à peu près à 11-15 ans, de secondaire 2 qui va correspondre à 15, 18, 19 ans, ou université. Et donc, vous allez indiquer le niveau de vos élèves pour que ça permette aussi aux jurés de classer le texte que vous allez envoyer dans une catégorie, de manière peut-être qu'un texte produit par une classe de primaire ne va pas être le même qu'un texte produit par une classe d'université. Mais encore là, je n'en suis pas sûre. Il nous est arrivé d'avoir des gagnants, entre guillemets, des lauréats, qui étaient des élèves de maternelle primaire avec un poème qui était très beau et dont on ne pouvait pas savoir de quel niveau il venait. Voilà un peu les différents éléments que j'avais à vous donner sur le fonctionnement. Vous pouvez, si vous cliquez sur ces descriptifs, règlements, questionnaires, vous allez pouvoir, là encore, y accéder. Mais ne vous tracassez pas, ils sont dans la discussion, il suffit de cliquer sur et de récupérer les fichiers. Donc, je vais donc sortir maintenant si j'y arrive, de mon diaporama et nous allons revenir et je vais j'ai quelqu'un qui arrive, je vais vous donner la parole. D'abord, je suis très contente de mettre des visages sur certains noms comme Adèle, par exemple, que je vois ici sur mon écran, différentes personnes qui participent régulièrement au concours et puis d'autres que nous ne connaissons pas encore.
Donc, si vous voulez prendre la parole, réactivez votre micro. Je suis obligée de les désactiver collectivement, mais si vous pouvez lever la main ou indiquer dans les réactions que vous voulez prendre la parole, vous avez la parole. La parole est à vous. Alors, Yolanda? Bonjour, merci beaucoup. Je travaille à l'Université nationale autonome du Mexique. J'étais présente à Liège en 2016 et puis j'ai participé avec mes ateliers d'écriture, je crois que 3 ou 4 fois, mais on a envoyé le texte une seule fois. Ah! Je vous félicite beaucoup. Vraiment, c'est un travail que je recommande beaucoup. Ça fait 20 ans à peu près que je fais des ateliers d'écriture créative. Et au départ, lorsqu'il n'y avait pas de moyens digitaux tellement développés, on travaillait ensemble sur le tableau directement. Ils aiment beaucoup, les étudiants, créer des cadavres exquis à la façon d'eux un peu, parce que c'est un peu différent. Mais au départ, j'aimais un bout de phrase et chacun commence à écrire et on complète le texte. Ça peut être un poème, ça peut être un récit, ça dépend. Et ils aiment beaucoup. Par la suite, ils proposent eux-mêmes un début de texte. Et à la fin, bien sûr, on fait tout le processus, on révise, on met un titre, etc. Mais on le faisait directement sur le tableau. Alors après, lorsqu'il y a eu la pandémie, on a essayé le Framapad et ça a marché très, très bien. Il y a un an, on a repris les cours un peu hybrides et donc c'était un peu plus compliqué, mais ça a bien marché. C'est-à-dire que les gens qui étaient connectés chez eux pouvaient participer en même temps que ceux qui étaient présents avec leur téléphone ou une tablette. Et quand ce n'était pas possible, ils approchaient du bureau et ils écrivaient directement sur l'iPad ou sur l'ordinateur que nous avions là. Donc, c'est possible, la collaboration est possible en présentiel, à la distance ou en hybride, et ça marche à tous les coups. J'essaye de faire les deux choses dans l'atelier, c'est évidemment français langue étrangère, mais c'est un niveau à peu près entre A2, B1 et d'autres qui sont plus avancés, disons. Et donc, on travaille une partie en écriture individuelle, mais à la fin, il y a toujours un texte collectif. Et parfois, on fait une anthologie de ces textes collectifs, comme une espèce de petit livre ou brochure. Et on a une autre activité qui est très intéressante en collaboration avec la Délégation générale du Québec. Ils proposent des rendez-vous littéraires, une rencontre avec un écrivain primé. Et donc, pour eux, c'est très, très motivant de parler avec quelqu'un qui est un vrai écrivain, qui a été primé, qui a été publié. On lit un roman ou un livre de poèmes de cet auteur et on le rencontre. Par la suite, on fait une anthologie avec les comptes rendus que chacun fait de ce livre ou parfois un compte rendu collectif. Voilà, j'ai trop parlé. Merci beaucoup, je vous félicite. Et j'ai fait une partie de ma formation à Montpellier, ce qui fait que je suis très contente depuis le départ de travailler avec des gens de Montpellier. Merci beaucoup, Yolanda. Donc, à bientôt pour un nouveau texte. Qui veut prendre la parole? Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour cette initiative du moment que je travaille dans un lycée de la Sicile. Et parfois, le français n'est pas considéré une langue très importante. Il y a d'autres langues, au contraire, comme l'anglais, l'espagnol. Et ce concours m'a donné la possibilité de vraiment de motiver mes élèves.
de créer une situation de défi, mais de défi positif, qui leur a permis de partager leurs idées, et de se mettre en jeu et de travailler la langue française, qui est pour moi une langue fantastique, qui a vraiment une culture très importante. Merci encore et je vous félicite. Merci, merci Adèle. Une question, est-ce que parmi vous, certains ou certaines ont déjà commencé à travailler sur le concours ou non? Non, pas encore. Donc, vous avez le temps, hein? Oui, pour ma Oui, part, oui, si vous Léo? m'entendez. Ah, Je Léo, me- du Maroc. Oui, du Oui, Maroc. Bonjour, j'ai mis la caméra, là, je peux la remettre. Bonjour, donc moi je suis un ancien élève entre guillemets de Monsieur Mickel. Il était intervenu dans le Master FLE à Montpellier, donc c'est comme ça que j'ai connu le concours. Et après, donc j'ai un petit peu voyagé. Et après la Tunisie, je me suis retrouvé au Maroc. Et donc voilà, j'ai gardé contact. Et c'est vrai que l'écriture créative donc passionne les élèves. Et comme moi, là, j'ai pris maintenant cette année une classe de 5e, c'est plus avec les primaires, avec les CM2, et qu'il y avait une séquence sur la poésie. Donc on a déjà commencé à travailler voilà, sur le projet qu'il faudra bien évidemment peaufiner un petit peu avant. Donc voilà, je tenais à vous remercier aussi. Ça met, voilà, ça met les élèves, comme a dit Jean-Michel, dans d'autres situations. Et c'est un moyen d'écrire qui est super, voilà, pour les faire travailler et qui met en valeur. Ici, des fois, on a des élèves qui s'inscrivent et qui n'ont vraiment pas du tout, qui arrivent avec un niveau même voire A1, mais qui sont tout de même acceptés dans nos écoles françaises à l'étranger. Et le fait de pouvoir participer à ces écritures créatives de manière collaborative, heu, vraiment leur donne confiance en eux et ils sont vraiment heureux. Ils sont vraiment heureux de participer et comme vous avez dit, vous avez utilisé le mot fierté. Effectivement, on le voit sur leur visage et on le voit sur les photos lors des projets de groupe. Ils sont vraiment contents. Voilà. Et Merci Léo. j'ai envie de vous poser une question. Comment avez-vous introduit le thème du concours Babel, si toutefois vous l'avez déjà introduit? Alors le thème Babel, on a fait, d'abord, comme ils avaient étudié les textes, en 6e, au programme, ils doivent étudier donc la Genèse, voilà, différents textes religieux. Et donc on est parti de là, de ce qu'ils ont fait en 6e. Voilà, on est revenu sur ce qu'ils avaient vu l'année dernière et ensuite, voilà, on a un peu approfondi. Après, j'ai profité pour faire une dictée aussi de cette partie-là de Genèse sur Babel. Voilà, et voilà, de fil en aiguille, après on est arrivé, sur, toute la séquence. Voilà, mais une introduction historique, voilà. Ouais. Pareil. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà commencé? J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes de Roumanie. Il y a toujours beaucoup de participation roumaine, toujours importante. Personne ne veut prendre la parole. Qui veut prendre la parole? Non. Alors, je demandais, Léo nous a dit qu'il avait déjà commencé. Je demandais si vous aviez déjà commencé parce qu'en fait, nous allons dans un mois nous retrouver pour une deuxième session. Alors cette fois, pas pour parler, nous, pendant 1 heure ou 1 heure et demie comme nous avons fait là, mais pour vous écouter sur le travail que vous avez commencé, les questions que vous posez, comment vous vous y prenez, les difficultés que vous pouvez rencontrer, les joies que vous avez rencontrées déjà jusque-là, toutes ces questions-là dont nous pourrons parler le mercredi 1er février, donc dans 4 semaines exactement, pour celles et ceux qui auront commencé et qui voudront approfondir un peu. Si quelqu'un veut prendre la parole, poser une question. Oui, allez-y, madame. Oui, et déjà, voilà, bonsoir à tout le monde. Très contente d'être
parmi vous, même si voilà, je ne peux pas parler très longtemps, mais voilà, je voulais au moins dire bonsoir à tout le monde et vraiment exprimer ma satisfaction voilà, de participer à ce webinaire. Moi, j'avais une petite question. C'était bien dans mon intention de faire participer au moins une classe, mais j'ai par ailleurs ouvert un atelier d'écriture dans le collège où je travaille à la Grande Motte, donc avec un nombre restreint pour l'instant d'élèves, mais je compte bien l'élargir. Est-ce qu'on peut faire participer aussi voilà, un petit groupe d'élèves d'un atelier d'écriture qui se tient durant la pause méridienne? Est-ce qu'on peut, même si ça concerne Tout à fait. quelques élèves? Tout à fait. C'est-à-dire que quand nous disons classe, c'est un groupe. Ce n'est pas forcément une classe constituée, mais ça peut être D'accord, un atelier, ça peut être un groupe qui est constitué d'élèves ou d'étudiants de différentes classes. Ça n'est pas forcément une classe instituée, hein, évidemment. Hein. Nous avons même, d'accord. depuis quelques années, là c'est dans le cadre du français langue étrangère, nous avons un centre social qui participe depuis plusieurs années avec des adultes qui viennent pratiquer le français, donc qui ne sont pas une classe constituée en soi. D'accord. Donc je voulais vous demander d'où vous parliez, donc vous avez dit que vous êtes de la Grande Motte, donc ça y est, c'est bon. Bon, voilà. Merci. Merci. Oui, effectivement, il faut entendre le collectif ou le collaboratif dans tous les sens du terme, hein, au niveau des structures, hein, avec beaucoup de souplesse. Et il est vrai que l'atelier d'écriture dont vous nous parlez peut être un excellent moteur pour participer à ce genre d'initiative, et ça peut aussi bien stimuler les élèves de différentes classes. De même, quand on parle de collectif, on s'oppose simplement à l'individuel. Donc le collectif commence à 2, mais il peut aller jusqu'à 30. Euh, Là, vous nous le direz dans le projet que vous avez rédigé et mené avec votre groupe. Voilà. Oui, parce que nous demandons aussi le nombre de participants. Les jurys considérant qu'un texte écrit à 2, ce n'est pas la même chose qu'un texte écrit à 30. Donc, tous ces éléments-là entrent en considération. Et Yolanda vient de demander quelle était l'échéance. La date limite d'envoi, c'est le 27 mars. Nous avons besoin que ce soit, c'est un peu plus tôt que l'an dernier. Enfin pendant 2 ans, la situation a été un peu compliquée avec les confinements. Là, nous avons besoin que ce soit prêt assez tôt pour que les jurys puissent recevoir les textes et que nous puissions avoir tout bouclé pour le mois de mai, puisque le palmarès est dévoilé à l'occasion de la Comédie du Livre qui a lieu à Montpellier, je crois que c'est un peu avant le 15 mai. Et C'est donc, le week-end du 13 mai cette année, effectivement. C'est assez tôt. voilà, c'est ça. Donc, il faut que nous ayons les textes assez tôt. Ça permet comme ça d'avoir une petite cérémonie autour de ce palmarès. Je reprends ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il s'agit d'un concours dans le sens où vous participez tous et toutes à une œuvre commune. Rassurez-vous, il n'y a rien à gagner. La seule chose qui est à gagner, c'est le plaisir de participer ensemble et un diplôme qui va être délivré aux classes qui vont être lauréates et une attestation pour toutes les classes participantes, une attestation de participation au concours. Donc, en général, un joli diplôme et bon, qui vous permet de le valoriser dans vos classes. C'est toujours valorisant pour les élèves
Et puis, dans votre établissement, ça peut être aussi valorisant d'avoir ce diplôme ou cette attestation à présenter. Donc, c'est la seule chose que nous puissions vous faire gagner, ainsi que notre considération et notre amitié, dont vous savez qu'elle vous est déjà gagnée d'avance. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions comme ça sur le mode de fonctionnement, parce que des choses que je n'aurais pas pensé à dire, n'hésitez pas à nous les demander. Tu peux préciser, Viviane, tout de même que le palmarès est diffusé dans plusieurs médias. Oui, bien sûr. Il y a donc une forme de valorisation au sens de partage qui est international. Voilà. Et que assez rapidement, nous avons renoncé à chercher des sponsors, des lots, etc. D'abord parce que ce n'était pas dans notre esprit, et ensuite parce que les vainqueurs du mois de mai ou du mois de juin n'étaient plus forcément en classe lorsqu'ils recevaient les lots début septembre ou début octobre. Donc c'était très compliqué pour tout le monde, et nous avons pensé que cette valorisation sous forme de publication, d'information et de diplôme pour les professeurs et les élèves était tout de même sacrément plus intéressante et dans l'esprit que nous voulions partager avec vous. Sans compter les problèmes de poste, parce qu'il m'est arrivé d'envoyer des livres et des choses et qui n'arrivaient pas parce que selon les pays, ça n'arrivait pas par la poste. Donc, bon, à un moment, nous nous sommes dit, nous arrêtons tout cela. Par contre, bon, dans les différents médias qui diffusent, il va y avoir aussi un article coécrit par la présidente de la FIPF et moi-même pour présenter à la fois le congrès de la FIPF 2025 et qui parlera du concours aussi à ce moment-là. Je pense que ça doit être dans le monde de janvier ou de février, quelque chose comme ça. Et je vous encourage tous et toutes aussi à mettre dans vos agendas qu'en juillet 2025, nous nous retrouvons tous et toutes à Besançon. Nous y travaillons très fortement et nous aurons besoin à ce moment-là de votre présence pour témoigner de ce que vous faites dans le cadre de ce concours, et puis aussi tout simplement pour nous voir, parler, rire tous ensemble. Ça fait aussi partie de tout ce que nous aimons dans le cadre de ce concours auquel nous concourons tous ensemble. Mhm. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, moi j'aurais une dernière petite question, en tout cas pour aujourd'hui, parce que je crois que ce n'est pas bien clair dans ma tête, dans ma petite tête. Au sein d'un collège, parce que j'ai bien regardé le formulaire, on peut faire participer, par exemple, une classe et, en l'occurrence, l'atelier d'écriture, où il faut une... Vous pouvez faire participer plusieurs classes. D'accord. Simplement, la seule chose, c'est que chaque classe ne peut présenter qu'une nouvelle et un poème. Mais voilà. Mais vous pouvez faire participer 4 classes ou une classe, un atelier d'écriture. Il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Et donc, il faut remplir le formulaire autant de fois que de... Voilà. Et bien préciser sur le formulaire le titre du texte et la catégorie, enfin, etc. Donc, chaque texte doit être assorti d'un formulaire, et chaque texte doit avoir un titre particulier qui ne doit pas être le titre du concours. Babel ne peut pas servir de titre à chacun de vos textes. Sinon, ça devient très, très compliqué pour les identifier. On vous demande un petit peu plus d'imagination. Alors, pourquoi juste ce choix de limiter les textes par classe, hein, donc, un poème, voire une nouvelle, ou inversement par classe ou par groupe, tout simplement parce que au début, nous recevions beaucoup de textes, et notamment, il nous est arrivé pour une classe de recevoir 10 à 15 textes, ce qu'on peut comprendre, hein, puisque les élèves avaient travaillé par 2 ou 3. Ça a été ensuite un peu compliqué à gérer,
Et nous avons pensé aussi dans l'esprit du concours qu'il serait intéressant de conduire ces groupes, après l'écriture de plusieurs d'entre eux, à choisir collectivement quel est le texte qui allait les représenter. C'est aussi une démarche collective qui, certes, limite le nombre de textes par groupe ou par structure, mais aussi invite l'ensemble des élèves à choisir le texte qui va représenter le groupe. Merci. Merci. Avez-vous d'autres questions ou remarques? Sinon, nous allons clore. J'avais une dernière question, s'il vous plaît. À l'époque, je sais qu'il y avait je crois que j'avais été coupé. Il y avait un ouvrage, j'avais eu un super livre où c'était comme un recueil de le Florilège 2017, par exemple. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Monsieur Miquel? Est-ce que vous faites toujours Ce sont ces volumes-là. Voilà, exactement. C'était un Alors, super livre avec toutes les productions. Est-ce que ce n'est plus d'actualité à présent? Ce n'est plus comme avant? C'est toujours d'actualité. Tout à l'heure, mais ce Viviane n'est pas la même parlait chose de que le Florilège. concours. Attention, Oui. hein. Disons que les textes lauréats du concours figurent dans le Florilège, D'accord. qui lui publie d'autres textes que ceux du concours, bien entendu, hein, et notamment ceux qui nous intéressent. Mais en tout cas, tout à l'heure, nous montrions le Florilège 13, le 14 est en préparation, voilà, et c'est dans le Florilège 15 que les lauréats de vos classes seront publiés. Le projet perdure. Yolanda? Oui, c'était juste pour vous remercier de ce que vous avez mentionné par rapport à l'humanité qu'il faut retrouver, à la pédagogie fraternelle, à l'écriture fraternelle. Ça m'a beaucoup plu. Souvent, on a peur des classes hétérogènes quand j'ai commencé avec des niveaux différents, des âges différents. Et j'imagine les gens qui arrivent en classe d'accueil avec beaucoup d'élèves allophones et qui ont peur, qui ont des expériences très difficiles derrière eux. L'écriture peut justement les accueillir et être fraternelle. Je vous remercie beaucoup de ce concept parce que je trouve que c'est ce qui nous rend humains. Merci. Merci, merci Yolanda. Merci à toutes et tous. Nous avons d'ailleurs avec nous Dominique Hulma qui a co-coordonné l'ouvrage qu'a présenté Jean-Michel tout à l'heure. Et c'est vrai que comme Jean-Michel, je vous recommanderais très très fortement de vous procurer cet ouvrage si vous pouvez, parce qu'il est vraiment très très intéressant sur le sujet des écritures créatives. D'autres questions? Eh bien, je vous propose il est presque 19h à l'heure française. Je ne sais pas quelle heure il est au Mexique. Il va être midi. D'accord. Bon, je vous propose de clore ce webinaire. Et donc, nous nous retrouvons, pour celles et ceux qui le peuvent, le 1er février à la même heure, à 17h30. Donc, c'est pareil, vous recevrez le lien. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir le lien. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir.